Bon, bah, je vous propose qu'on commence par une petite méditation sur la motivation, le refuge, pour Je, bien commencer la journée. je vais couper les micros de tout le monde et puis je vais rallumer le tien. D'accord? D'accord. Chacun peut rallumer son micro pour poser une question, hein, après. C'est juste pour éviter les larcènes. Voilà. OK. Donc, vous pouvez commencer par prendre une position adéquate pour la méditation. Donc, le dos bien droit, c'est le point le plus important. Donc, généralement, on conseille la main droite sur la main gauche avec les deux pouces qui se touchent. Ça fait comme un triangle au niveau du nombril. Les yeux sont légèrement entrouverts, pas complètement fermés. La langue touche le palais. La mâchoire est dans sa position naturelle, pas trop serrée, pas trop ouverte. Donc on peut commencer par scanner un petit peu le corps en commençant par le sommet de la tête. Et donc essayez de voir s'il y a des tensions un peu au sommet de votre tête. Et si vous voyez que c'est le cas, vous pouvez placer votre attention à ce niveau et laisser cette zone se détendre. Puis vous pouvez continuer à scanner au niveau du front, des yeux, le visage, la mâchoire. Si vous voyez des tensions, vous pouvez placer votre attention à ce niveau et laisser cette zone se détendre. Aussi à l'arrière de la tête, au niveau du cou, les trapèzes, les épaules. De la même manière, si vous voyez des tensions, vous placez votre attention sur cette zone et vous la laissez se détendre. Vous pouvez continuer à descendre au niveau du corps, au niveau du buste, le dos, etc. Et vous faites le même exercice pendant quelques instants.
Puis vous pouvez placer votre attention sur le mouvement du souffle au niveau du ventre. Vous pouvez compter les respirations, les cycles. Donc à chaque inspiration, expiration, vous comptez 1 pour le premier cycle. Et la même chose pour le deuxième. Vous comptez comme ça de 1 jusqu'à 21 en essayant de ne pas perdre comme objet de votre concentration ce mouvement du souffle. Essayez de ne pas vous laisser distraire. Si vous êtes distrait, essayez de vous en apercevoir et de replacer votre attention sur le souffle en essayant d'être concentré en un point de la manière la plus claire possible. Donc, on peut faire ça pendant quelques instants. Donc, vous observez ce mouvement de la respiration qui est impermanent, qui change continuellement, qui nous rappelle l'impermanence de ce corps. Il ne demeure pas 2 instants. L'instant suivant, il est différent de l'instant précédent. C'est ce qui, en fait, lui permet de vivre, en fait. Sans ce mouvement, sans cet air qui rentre, qui sort, on mourrait immédiatement. Donc, à la fois, la vie dépend de cette impermanence, mais aussi c'est cette impermanence qui fait qu'on doit mourir. Le corps ne peut pas demeurer tel qu'il est. Il se dégrade d'instant en instant. Et donc cette vie est très courte, mais en même temps, elle est extrêmement rare et précieuse. Elle est précieuse parce qu'on a cet esprit clair, connaissant, et parce qu'on a rencontré l'enseignement du Bouddha, le Dharma, alors on a une opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire, non seulement pour cette vie, mais pour toutes les vies futures. Non seulement ça, mais aussi pour se libérer pour de bon de la souffrance, et encore plus d'atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres, pour aider tous les êtres, sans exception, à se libérer de toutes les souffrances et les amener à l'éveil. Donc cette vie qui est très courte, elle est extrêmement précieuse. Donc essayons de nous déterminer à vouloir prendre l'essence de cette vie, à ne pas la laisser disparaître, parce qu'elle disparaît d'instant en instant sans rien faire, c'est pas possible. Il faut l'utiliser maintenant. On peut mourir à chaque instant, on le sait, on le voit tous les jours, il n'y a pas d'âge. Et donc il faut utiliser cette vie humaine maintenant, aujourd'hui. Essayons de générer cette motivation, de vouloir de donner un sens à cette vie, de prendre l'essence de cette vie. Pas la laisser aller à des choses négatives ou inutiles tout le temps, perdre notre temps, mais l'utiliser à bon escient.
Parce que la souffrance de nous-mêmes et des autres dépend de l'ignorance, la croyance en un soi véritable, alors qu'il n'y a pas de soi véritable. Alors, la meilleure manière de prendre l'essence de cette vie, c'est d'étudier la vacuité, de pratiquer la bodhicitta qui mène à l'éveil en combinaison avec la sagesse qui reste la vacuité. Donc, c'est les choses les plus extraordinaires qu'on peut faire avec cette vie. Dévouer tout notre corps, notre parole, notre esprit pour développer la réalisation de la bodhicitta, de la vacuité, non seulement pour nous, mais aussi pour tous les êtres sensibles. Donc, essayons de générer cette motivation pour cette journée. C'est pour ça qu'on va s'engager dans cette étude de ce système de l'école Prasangika, pour pouvoir développer toutes ces qualités, pour pouvoir être bénéfique aux êtres. Essayons de générer cette motivation. Puis on peut réciter la prière de refuge. Sangye chodan zoge chona mai janju bado dani gyabzu jin dagi jin zoge bezo nanki jola benji sangye jo bai jo sangye chodan zoge chona mai janju bado dani gyabzu jin dagi jin zoge bezo nanki jola benji sangye jo bai jo Sangye chuden zoge chonam na janju baju dani gyabzu chi dagi jin zoge be sunangi jola benji sangye jo baju. Donc on peut imaginer le Bouddha en face de nous sur un lotus, un disque de lune. Donc, son corps de la nature de la lumière. Il nous sourit avec compassion et en fait il veut nous guider vers l'éveil. C'est la seule raison pour laquelle il se manifeste, c'est pour guider tous les êtres et nous-mêmes à l'éveil. Donc c'est un refuge parfait. On peut imaginer tous les êtres autour de nous et penser que tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Et afin d'accumuler des mérites et de purifier notre esprit, on va offrir la prière aux 7 branches de manière courte vis-à-vis du Bouddha. Donc, on imagine qu'on fait des prosternations au pied du Bouddha. Imaginez que tous les êtres font ces prosternations avec nous. Puis on peut imaginer qu'on fait d'innombrables offrandes. Donc si vous en avez sur l'autel, vous imaginez que vous offrez celle-là, mais aussi vous pouvez imaginer des offrandes. Aussi, la Master Rinpoche conseille à plein de centres de faire des offrandes 24 heures sur 24 pour que partout dans le monde, les étudiants ils puissent imaginer faire ces offrandes. Donc, dans la maison de Rinpoche, aussi aux États-Unis, il y a plein d'offrandes. On peut imaginer qu'on offre tout cela au Bouddha. Puis on confesse nos actions négatives, donc toutes les actions négatives du corps, de la parole, l'esprit qu'on a fait dans cette vie, dans les vies passées, on les confesse devant le Bouddha qui lui est omniscient de toute façon, qui voit tout, donc on confesse, on regrette et on souhaite vraiment changer ses attitudes. Des mérites du Bouddha, d'avoir les qualités qu'il a développées, qu'il a de préserver cette politique jusqu'à nous, toutes les traditions, mais
on peut se réjouir de tout cela. On peut se réjouir aussi des mérites qu'on a créés, de pouvoir être en contact avec cela. On étudie, qu'on réfléchit, qu'on médite. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire avec notre précieuse innocence humaine. Donc, c'est quelque chose dont on peut se réjouir. C'est extraordinaire. Requête au Bouddha dans ce dharma pour nous-mêmes, pour tous les êtres, en fonction des prédispositions de chacun. Puis on demande au maître de demeurer longtemps. Puis on peut dédier tous ces mérites afin d'atteindre l'éveil pour pouvoir être bénéfique à tous les êtres le plus rapidement possible et particulièrement pouvoir réaliser la vacuité dans cette vie même et On n'entend plus rien. Oui, alors je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est la bande passante de Vénérable Kelsen qui est faible. Oui. Donc je suis en train d'essayer de le contacter pour essayer de remettre. D'accord, merci. Ça, je vous demande un peu de patience. Vous m'entendez? Ah, ça y est. Marche? Allô? On t'avait perdu pendant un temps. Oui, on t'entend. Ça y est, on entend bien maintenant. Mais on ne te voit plus. Ah. C'est bon? Oui, j'entends aussi, moi. On te voit. Vous m'entendez? Oui, oui. 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 C'est bon? Ah ok, je sais pas. Bon, ça, il y a dû avoir un souci. Ouais. À un moment, on ne vous a plus entendu. Ouais, Ah bah ça recommence. ouais, non, mais c'est mon maman, donc j'étais obligé de recommencer tout. Bon, bah écoutez, on va commencer. Ok. Alors, donc oui, je disais juste que on est des amis du Dharma, donc c'est comme dans ce cadre-là qu'on fait cette journée. Hein, c'est pour échanger ensemble sur voilà, c'est à ce niveau-là qu'on échange. Donc, quand on m'a proposé de faire cette journée, je me suis dit, OK, l'école Prasangika, c'est quand même très vaste. Donc, je me suis dit que ça pouvait être bien d'utiliser ce texte qui a été traduit d'ailleurs par Christophe Humblot, qui vit au monastère, qui est traducteur au monastère. Et j'ai découvert que cette traduction était très bonne, en tout cas à mon point de vue. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est juste 3 pages, mais en fait, ça condense un petit peu les points essentiels du Prasangika, bien sûr, qui peuvent être élaborés à travers tous les textes. Donc, il y en a parmi d'entre vous qui étudient le Madhyamika Vatara de Chandrakirti, par exemple. Donc là, c'est beaucoup plus élaboré. Mais en même temps, c'est bien des fois d'avoir des présentations condensées pour aller un petit peu pour avoir une idée un petit peu claire des points essentiels. Et des fois, ça peut aider à aborder les textes un peu plus élaborés. Donc, on va commencer avec ce texte, l'école Prasangika, les Tenets. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire et puis je vais essayer de commenter un petit peu. Hein. Donc, cette présentation est en 7 points. Donc, dans cette école, cette présentation des écoles philosophiques qui fait partie du PEBA, en fait, que vous étudiez aussi à Kalachakra, toutes les écoles sont présentées sous ces 7 points. Ça permet d'avoir une idée un petit peu claire d'une école. Donc, pourquoi on parle d'école Prasangika? En fait, c'est parce que c'est pas… Les Prasangika présentent la vacuité, bien sûr, mais ils doivent présenter la vacuité dans un cadre où ils peuvent présenter aussi tous les autres aspects de la voie, pas seulement la vacuité. Donc, leur compréhension de la vacuité va changer aussi la manière dont ils vont présenter la réalité conventionnelle. Donc, il y a les deux vérités, la vérité conventionnelle ultime. Donc, il faut avoir un système cohérent. Donc, nous, pour notre pratique, c'est aussi important d'avoir une vue cohérente de la réalité, complète de la réalité. Si notre méditation sur la vacuité nous amène, par exemple, à nier la relation des causes et des effets ou des choses comme ça, c'est que notre système, il n'est pas correct. C'est qu'on n'a pas compris la voie du milieu. Donc, Madhyamika, ça veut dire voie du milieu. Ça veut dire qu'on ne tombe pas dans l'extrême d'éternalisme, c'est-à-dire de croire que les choses existent tels qu'ils apparaissent, qu'ils existent de leur propre côté, qu'ils existent de manière inhérente. C'est différents termes qui sont exprimés. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le nihilisme
qui va nous faire penser que, par exemple, il n'y a pas de cause et d'effet, il n'y a pas de karma, etc. Ou le je n'existe pas, par exemple. Donc ça, c'est une vue nihiliste. Donc c'est la voie du milieu, c'est-à-dire qu'elle doit non seulement présenter la vacuité d'existence inhérente et en même temps être capable de présenter les causes et les effets qui sont essentiels dans la pratique. Aussi de comprendre qu'il y a un développement pour atteindre l'éveil. Donc il y a tout un tas de points à comprendre. Et du fait que les Prasangika acceptent la vacuité d'existence inhérente, ils vont avoir plein de points qui sont différents des autres écoles. Aussi sur la présentation des phénomènes conventionnels. Il y a des choses qui sont similaires, il y a des choses qui sont différentes. Donc là, cette présentation, elle va nous permettre de commencer à avoir certaines différences avec les autres écoles. Elles ne vont pas forcément toutes être mentionnées, toutes les différences ne vont pas être forcément mentionnées dans ce texte qui est court, mais en tout cas, il y a pas mal de points importants. Donc je vais commencer à lire. Donc l'explication de l'école Prasangika Madhyamika, entre parenthèses conséquentialiste de la voie médiane, comporte 7 titres, comme précédemment. Donc là, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 7 titres qui sont effectués pour chacune des écoles. Donc, si je m'en rappelle bien, c'est la définition dans un premier temps. Donc, bien sûr, vous voulez savoir qu'est-ce qui caractérise cette école, qui les différencie des autres. Donc, c'est la définition. Les divisions, donc souvent dans les écoles, il y a différentes sous-écoles. Ensuite, après la division, c'est l'étymologie. Donc là, c'est le terme Prasangika, d'où il vient ce terme. Donc là, c'est plus l'explication du mot lui-même. Ensuite, il va y avoir l'explication des objets, comment les objets sont présentés. Donc là, on va parler des deux vérités, la vérité conventionnelle, la vérité ultime. Il y a aussi d'autres présentations d'objets qui sont faites dans ce cadre. Ensuite, il y a la présentation des consciences ou des possesseurs d'objets. Possesseurs d'objets, donc possesseurs d'objets, ce n'est pas forcément conscience, mais c'est principalement des consciences dont on va parler ici. Ensuite, on va parler des objets, les modes d'assertion du non-soi. Donc, c'est-à-dire il y a plusieurs types de non-soi, il y a non-soi de la personne, non-soi des phénomènes. Et enfin, les étapes du chemin qui mènent à la libération, à l'éveil, dans cette école. Donc, c'est ces 7 points qui sont toujours présents, mais bon, de toute façon, vous les verrez dans la journée. Hein. Vous pouvez les noter plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer donc par la définition, qui est le premier point. Donc, la définition d'un Prasangika est un Madhyamika qui, en affirmant des conséquences seulement approuvées par autrui, n'affirme pas de choses existant véritablement, même conventionnellement. Donc là, le premier point, c'est Madhyamika. Le deuxième point, c'est qu'ils affirment des conséquences seulement approuvées par autrui. Et le troisième, c'est qu'ils n'affirment pas des choses existant véritablement, même conventionnellement. Donc, ces 3 points ont leur importance. C'est-à-dire que si vous enlevez un de ces points, vous risquez de ne plus avoir une bonne définition souvent. Donc, Madhyamika, donc ça différencie des autres. Donc, les autres, ça va être Vaibhashika, Sautantrika, Shittamatra. Donc, c'est les Madhyamika, école du milieu. Donc, les Madhyamika, généralement, enfin, pas généralement, c'est ceux qui suivent Nagarjuna, Aryadeva. Donc, Nagarjuna et Aryadeva sont considérés comme les pères de tous les Madhyamika. Donc, que ce soit les Madhyamika Prasangika ou Svatantrika, qui est une autre sous-école des Madhyamika, ils se réfèrent tous à Nagarjuna et Aryadeva comme étant l'autorité concernant la présentation de l'école Madhyamika, la voie du milieu. Donc, ce sont des Madhyamika, mais il y a différents Madhyamika, comme on l'a dit, il y a les Madhyamika Svatantrika et les Madhyamika Prasangika. Donc, les Prasangika, en fait, ça veut dire conséquences. Ça veut dire ceux qui affirment des conséquences. Donc, là, ici, un Madhyamika, deuxième point, il affirme des conséquences seulement approuvées par autrui. Donc ça, c'est ce qui va le différencier des Svatantrika. C'est une des choses qui va le différencier des Svatantrika, qui, eux, vont affirmer ce qu'on appelle des syllogismes autonomes. Je vais en parler un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est plein de nouveaux mots, mais il faut bien commencer un jour. C'est comme quand vous apprenez une nouvelle langue, il faut bien commencer par entendre pour la première fois des nouveaux mots qui nous paraissent un peu barbares, mais avec le temps, ça devient plus clair. Donc, si vous êtes familier avec tout ça, ça sera facile à suivre. Si vous n'êtes pas familier, ce sera un petit peu plus difficile, mais ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre. Votre esprit il a cette capacité de comprendre des choses qu'il n'avait pas compris avant, et ça prend plus ou moins de temps, mais il faut persévérer. Et ensuite, le Prasangika n'affirme pas de choses existant véritablement, même conventionnellement. Donc,
le fait qu'ils n'acceptent pas de choses existant véritablement, c'est une caractéristique de tous les Madhyamika. Les Svatantrika aussi, ils n'acceptent pas l'existence véritable. Par contre, ce qui différencie le Prasangika des Svatantrika, c'est qu'il ne va pas accepter de choses véritables, même conventionnellement. Donc ça, c'est un point important. Parce que les Svatantrika, ils vont accepter une existence inhérente conventionnellement. Pour eux, ça ne veut pas dire que ça existe véritablement. Pour eux, exister véritablement, ça voudrait dire qu'il y a une existence inhérente ultime. Et donc, eux, ils disent que les choses n'existent pas de leur propre côté de manière ultime, mais ils existent de leur propre côté de manière conventionnelle. Donc, les Prasangika, eux, ils vont aller plus loin. Ils vont dire non seulement les choses n'existent pas de manière inhérente, de manière ultime, mais aussi n'existent pas de manière inhérente, même de manière conventionnelle. Ne vous inquiétez pas, on va clarifier. On commence petit à petit. Donc je vais revenir là-dessus. Donc la division. Des illustrations des Prasangika sont Buddha Palita, qui était un maître du 5e, 6e siècle, Chandrakirti du 7e siècle et Shantideva du 8e siècle. Donc Chandrakirti, il y en a parmi vous qui étudient l'entrée dans la voie du milieu avec Geshe Drakpa, donc c'est un texte de Chandrakirti. Et Shantideva, la plupart d'entre vous le connaissez avec, bien sûr, le Bodhisattva Charyavatara. Donc, le 9e chapitre de Shantideva, je pense que vous n'allez pas tarder à l'étudier, le Peba. Et là, du coup, c'est encore des vues Prasangika. Donc, c'est encore une référence pour les Prasangika. Et Chandrakirti, bien sûr. En fait, Chandrakirti, c'est vraiment, entre guillemets, le précurseur des Prasangika, même si on pourrait dire que c'est plutôt Buddha Palita. Parce que Buddha Palita était avant Chandrakirti. Mais ce qui s'est passé, c'est que Nagarjuna, donc, il a écrit son traité du milieu et différents textes. Aryadeva a commenté sur ces textes parfaitement en accord avec Nagarjuna. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Ensuite, Buddha Palita, il a fait un commentaire. Donc, Buddha Palita, il a fait un commentaire et il a été critiqué par celui qu'on appelle Bhavaviveka. Donc, Bhavaviveka a critiqué Buddha Palita dans son interprétation de Nagarjuna et d'Aryadeva. Du coup, à ce moment-là, Bhavaviveka, il a commencé à créer une division dans l'école Madhyamika. Ensuite, Chandrakirti, il a critiqué Bhavaviveka pour, quelque part, il a pris parti pour Buddha Palita. Et donc, à ce moment-là, on peut vraiment dire qu'il y avait clairement une différence entre les Prasangika et les Svatantrika. Donc, Buddha Palita, il est parfaitement en accord avec Chandrakirti. Donc, a posteriori, je ne sais pas comment on dit, on peut dire qu'il est Prasangika, mais vraiment, cette division, elle est devenue claire au moment de Chandrakirti, puisque c'est Chandrakirti qui, en réfutant Bhavaviveka, a pris parti de l'interprétation de Buddha Palita, et cette interprétation est appelée Prasangika. Donc ensuite, l'étymologie. Il y a une raison pour laquelle Arya Buddha Palita est appelé un Prasangika. Il est ainsi désigné car il affirme qu'une cognition inférentielle réalisant la thèse, selon laquelle aucun phénomène n'existe intrinsèquement, est générée dans le continuum d'un adversaire simplement en dépendance des conséquences des propres assertions de ce dernier. Bon. Donc là, on essaye de dire pourquoi Buddha Palita il est Prasangika. Donc ça va s'appliquer aussi à Chandrakirti, à Shantideva et en fait tous les maîtres de notre lignée, parce que notre lignée suit l'école Prasangika. La Matsukapa suit l'école Prasangika et donc tous les Geshe ils suivent l'école Prasangika. Donc nous, c'est l'école qui nous paraît la plus véridique, entre guillemets. Bien sûr, c'est à chacun de faire sa propre analyse. Vous écoutez un point de vue, puis après, c'est à vous d'analyser, voir si ça vous paraît cohérent ou pas. Donc, là, c'est expliqué en gros pourquoi c'est conséquentialiste. Prasangika, ça veut dire conséquentialiste. Pourquoi Buddha Palita, Chandrakirti, Shantideva, ils sont appelés conséquentialistes. Donc, c'est quand même intéressant. On différencie les Svatantrika des Prasangika en fonction de ce point-là. Donc, ça prouve l'importance, du raisonnement logique. Donc, déjà, dans un premier temps, pour pouvoir comprendre là ce qui est dit, il faut comprendre quelle est la différence entre un syllogisme et une conséquence. Donc, un syllogisme, qu'est-ce qui se passe? En fait, en Inde, au Tibet, il y a eu beaucoup de débats qui ont été faits. Et dans les débats, on utilise des syllogismes, des conséquences pour prouver une thèse ou pour réfuter une autre thèse. Donc, un syllogisme, par exemple, le syllogisme le plus connu, c'est, par exemple, si on prend le sujet
le son, un son. Il s'ensuit, prenons ce sujet, un son, c'est impermanent parce que c'est produit par des causes et des conditions. Ça s'appelle un syllogisme. Donc, c'est-à-dire que c'est composé de 3 parties. Donc, le sujet, donc ici, le sujet, c'est le son. Ce qu'on veut prouver par rapport au sujet, ce qu'on appelle le probandum des fois, enfin bon, peu importe, les termes ne sont pas essentiels, ils peuvent être utiles parce qu'ils reviennent dans les termes, mais, dans les textes. Mais, donc prenons le sujet, le son, donc c'est la base du débat, le sujet, la base du débat, c'est le son. C'est impermanent. Donc on veut prouver une qualité qui appartient au son, ici c'est l'impermanence. On veut prouver que le son est impermanent. Et donc comment on va prouver ça? On va donner une raison. Donc la raison c'est parce que le son est produit par des causes et des conditions. Et par exemple, on peut donner un exemple, comme une cloche, comme le son d'une cloche. Le son d'une cloche, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous agitez la cloche, il y a un mouvement à l'intérieur qui va cogner la paroi de la cloche, qui va faire vibrer, et c'est ça qui va créer le son. Donc il y a des causes et des conditions qui vont produire un son. Quand ces causes et conditions produisent un son, mais qu'est-ce qui se passe? Cette vibration, au fur et à mesure, elle va s'atténuer et le son va disparaître. Donc, on voit bien que c'est impermanent, le son de la cloche, que c'est produit par des causes et conditions, et on voit bien que le fait que ce soit produit par des causes et conditions, c'est la cause même qui fait que c'est impermanent. Parce que ces causes et conditions, une fois qu'elles sont réunies, elles s'arrêtent. Et donc, cette vibration, elle ne peut pas durer éternellement. Elle est proportionnelle à la force des causes et conditions, mais elle fait que, avec le temps, elle fait que diminuer cette vibration, et du coup, le son aussi est fini par disparaître. Donc, on voit que le son change d'instant en instant et finit par disparaître. Il est impermanent. Pareil aussi, on peut donner l'exemple, par exemple, la flamme d'une bougie. Il y a des causes et conditions qui vont la faire naître, mais ces causes et conditions, elles se consument d'instant en instant, et du coup, elle finit par s'arrêter, c'est obligé. Donc, et elle peut pas, d'instant en instant, elle change. Pourquoi? Parce que les causes et conditions sont impermanentes. Donc, on dit que tout ce qui est produit par des causes et conditions est impermanent. Du coup, quand on fait ce syllogisme, prenons sujet le son, il s'ensuit que c'est impermanent parce que c'est produit par des causes et conditions, comme le son d'une cloche, par exemple. Alors, ça s'appelle un syllogisme. C'est-à-dire qu'on va mettre un sujet, quelque chose qu'on veut prouver par rapport à ce sujet, et une raison qui va aider la personne à réaliser l'impermanence d'un phénomène. Ça, c'est le syllogisme. Ensuite, il y a la conséquence. C'est autre chose. Donc, syllogisme et conséquences fonctionnent un peu différemment. Donc, imaginons quelqu'un qui pense que le son est permanent, par exemple. Quelqu'un il va croire que le son est permanent. Apparemment, il y a des écoles qui pensent ça peut paraître bizarre, mais il y en a qui pensent ça, que le son est permanent. Mais imaginons que cette personne, elle accepte que le son, en général, est produit par des causes et conditions, et qu'elle a compris quand même que ce qui est produit par des causes et conditions est impermanent. Mais elle n'a pas fait le lien avec le son. Ça peut arriver. Monsieur, c'est quelqu'un quand même qui a déjà réfléchi un petit peu. Donc, on va lui mettre une conséquence. On va dire, prenons sujet le son. Il s'ensuit que ce n'est pas produit par des causes et conditions parce que c'est permanent. Vous voyez, là, on est en train de dire des choses que l'autre accepte. C'est-à-dire, la raison qu'on donne, c'est parce que c'est permanent. Nous, on n'accepte pas ça. Mais on donne une conséquence absurde à sa manière de penser. On lui montre que sa manière de penser amène à quelque chose d'absurde. Et donc, on va lui dire, prenons sujet le son, il s'ensuit que ce n'est pas produit par des causes et conditions, parce que c'est permanent. Donc lui, il va réfléchir à dire, attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Pourquoi il me dit que ce n'est pas produit par des causes et conditions? Bien sûr, c'est produit par des causes et conditions. Pourquoi il me dit ça? Il dit parce que c'est permanent. Ah mais oui, il a raison, ce qui est permanent, ce n'est pas produit par des causes et conditions. Et donc, il peut réaliser qu'il s'est trompé, que le son, il n'est pas permanent. Et donc, il est impermanent. Donc, c'est une autre manière de faire réaliser la thèse à la personne, c'est une conséquence. Donc, il y a le syllogisme et la conséquence. Donc, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est nouveau, donc je vais vous demander, là, déjà, dès le départ, si vous avez compris quelque chose de ce que j'ai dit ou pas, parce que je ne sais pas du tout. Je ne vois pas votre visage, donc je ne sais même pas comment vous réagissez. Du coup, je ne sais pas. Donc, s'il vous plaît, dites-moi posez des questions là-dessus, la différence entre syllogisme et la conséquence. En fait, j'ai bien compris la conséquence. C'est une forme de raisonnement par l'absurde. C'est ça.
Par contre, le syllogisme, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Enfin, c'est juste que c'est le raisonnement logique, quoi. Si c'est quelque chose qui est produit par des causes et conditions, donc c'est impermanent, c'est ça? C'est la raison logique. C'est le raisonnement logique. En fait, Raisonnement- pour qu'un syllogisme soit valide, il faut que la raison soit correcte. Bien D'accord. sûr. Si je te dis, prenons sujet le son, c'est impermanent parce que c'est pas produit par des causes et conditions, par exemple, ça marche pas. D'accord. Tu vois, la raison, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte. Ouais, j'ai pas bien suivi. Vous pouvez répéter Si je dis, par exemple, le sujet son est impermanent Oui. parce qu'il n'est pas produit par des causes et des conditions. Il y a un truc qui ne va D'accord. pas dans ce que je viens de dire, non? Ouais, il y a un truc qui va pas, ouais. Ça, c'est impermanent parce qu'il n'est pas produit par des causes et conditions. C'est ça. Ouais, vrai que Donc la raison que je viens de donner est mauvaise. C'est une mauvaise raison parce que ce n'est pas vrai. Donc je ne peux rien prouver avec une raison qui n'est pas correcte. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce syllogisme, il est incorrect. Pourquoi? D'accord. Parce que la raison qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle une raison fausse. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Le son, il est produit par des causes et conditions et je suis en train de dire le contraire. Donc il y a plein de types de raisons qui sont fausses et différents types de raisons qui sont correctes. Donc il y a aussi toute une étude qui est faite dans les monastères, dans les grands monastères, sur qu'est-ce qu'une raison correcte et qu'est-ce qu'une raison fausse. Il faut savoir la différence. Donc il y a des syllogismes qui sont corrects, d'autres qui ne sont pas corrects. Une question sur les prasangika. Oui. Le fait de dire, par exemple, il y a imputation sur une base d'imputation. Ce n'est pas prasangika, c'est une affirmation. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, on va en parler. Mais déjà, est-ce que vous avez… On en parle, hein, ça va faire partie de la discussion sur ce point-là exactement. Donc, mais est-ce que vous avez bien fait la différence entre un syllogisme et une conséquence déjà? Oui, moi personnellement, qui ne suis pas le PEBA et qui n'ai jamais fait de philo dans mes études, là c'était très clair pour moi, donc merci. D'accord, ok. Donc on peut continuer, c'est bon pour tout le monde? D'accord, voilà. Donc, ok. Donc on va parler de la question de Jean-Jacques qui est un point important. Parce qu'on est en train de dire en gros que les prasangika, c'est des conséquentialistes. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à faire réaliser la vacuité à quelqu'un par des conséquences. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui, à la base, n'accepte pas la vacuité, ça veut dire quoi qu'il n'accepte pas la vacuité? Ça veut dire qu'il croit en l'existence propre des phénomènes, qu'il croit en l'existence inhérente des phénomènes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le prasangika? Il va dire, ok, si les choses existaient de manière inhérente comme tu le dis, alors il y aurait telle et telle et telle conséquence. Et vu que les prasangika vont donner des conséquences absurdes, la personne va finir par réaliser que mais les choses ne peuvent pas exister de manière inhérente, à travers des conséquences. Donc, voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles… Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Buddha Palita, il a commenté Nagarjuna, Aryadeva. Donc, dans le Madhyamika Avatara que vous étudiez, certains d'entre vous, une des premières choses qui est utilisée, donc bien sûr, c'est identifier l'objet de réfutation. Et ensuite, c'est le raisonnement du diamant, ce qu'on appelle, ou la production des quatre extrêmes. Donc, on va dire, par exemple, une fleur, elle n'est pas produite de manière inhérente parce qu'elle n'est pas produite par soi-même, parce qu'elle n'est pas produite par autre, parce qu'elle n'est pas produite par les deux, et parce qu'elle n'est pas produite sans cause. Donc, ça, c'est Nagarjuna qui pose ce raisonnement qui va permettre de réaliser la vacuité. Donc, la fleur n'est pas produite par soi-même. Bien sûr, elle n'est pas produite par soi-même, non? C'est-à-dire qu'elle est produite par une graine. Une graine, ce n'est pas une fleur. Donc, elle n'est pas produite par soi-même, on est d'accord. Mais il y a des écoles qui, pour des raisons ou pour une autre, certaines écoles hindoues, elles vont quand même arriver à la conclusion bizarre que la fleur est produite par soi-même, mais qu'au moment de la graine, elle n'est pas manifeste. Mais si elle n'était pas produite par soi-même, alors tout peut être produit de n'importe quoi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, il faut bien qu'il y ait la fleur, elle doit exister au moment de la graine et elle se manifeste au moment où on peut la voir. Donc c'est ça qu'ils vont dire. Donc à ça, Buddha Palita, il va donner une conséquence. Il va dire, si la fleur
était produit par soi-même, donc, comme vous le dites, alors sa production serait infinie, par exemple. Parce que la production de quelque chose qui est déjà produit, de produire encore quelque chose qui est déjà produit, aussi n'a aucun sens. Vous voyez, si la fleur avait déjà été produite, il n'y aurait aucune raison qu'elle soit produite de nouveau. Vous n'avez pas puisqu'elle existe déjà. Donc, par exemple, c'est une conséquence qu'ils vont dire. Aussi, si la fleur était produite par soi-même, il y aurait production infinie. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà une fleur et il y a encore une production d'une fleur. Donc, du coup, cette fleur devrait encore produire une fleur, encore une fleur. Donc, il y aurait une production infinie de fleurs, etc. Donc, il donne des conséquences comme ça de la vue de cette personne. Et bon, je vous résume un petit peu. Après, il faudrait regarder plus en détail. Mais, et en fait, Bhava-Viveka, il va critiquer Buddha-Palita parce qu'il dit, déjà, il va trouver une faute dans la conséquence qu'il donne. Je ne vais pas aller dans ce détail. Et en plus, il va dire, et il faut pour prouver quelque chose à quelqu'un, il faut produire un syllogisme autonome. Un syllogisme autonome, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un syllogisme autonome? C'est-à-dire que vous présentez un sujet qui est accepté par les deux, l'adversaire et vous-même, vous présentez une raison qui est acceptée par les deux, vous-même. Et qu'est-ce que ça veut dire être accepté par les deux? Ça veut dire être réalisé par une conscience valide. Bon. Donc voilà, en gros, il va critiquer Buddha-Palita dans sa manière d'expliquer les enseignements de Nagarjuna. Ensuite, il va y avoir plein de débats sur quelle est cette différence. Il y a eu, si vous regardez dans l'Amrim Shemo, dans la section sur la sagesse, vous verrez qu'il y a pas mal de débats là-dessus, comment interpréter cette différence. Mais bon, pour essayer de simplifier les choses, donc, par rapport à ce que disait Jean-Jacques, en fait, est-ce que ça veut dire que les conséquentialistes n'acceptent pas les syllogismes? Donc, il y a des gens qui vont l'interpréter comme ça. Ils vont dire, mais attendez, en fait, ça veut dire que nous, les Prasangika, on n'a pas de thèse. On n'a pas de thèse. On n'affirme rien. On ne fait que réfuter la pensée des autres. Parce que affirmer quelque chose, c'est être dans la saisie du soi. Donc nous, on va pointer les fautes dans le système des autres pour leur faire réaliser que ça n'existe pas comme ils pensent. Mais nous, on n'affirme rien. On n'affirme rien. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas de syllogisme. On ne va pas dire le son est impermanent puisqu'il est produit par des causes et conditions. On peut le dire comme ça, mais c'est pas vraiment, c'est pas appuyé par une connaissance valide en fait, parce que nous, on n'affirme rien. On fait que réfuter les autrui, et c'est comme ça qu'on réalise la vacuité. Donc Lama Tsongkhapa, il n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation. Là, il dit ça revient du nihilisme encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas de thèse, on croit en rien. Non, c'est pas ça être un prasangika. Être un conséquentialiste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de thèse. Alors, c'est vrai qu'il y a des citations dans Nagarjuna qui ont l'air de dire ça, mais il faut toujours savoir les interpréter. Et souvent, le problème, il est là, c'est que des maîtres comme Nagarjuna, ils ont fait beaucoup d'écrits, et si vous prenez juste une ou deux citations, sans connaître le reste, vous pouvez facilement mal interpréter. Donc oui, les Prasangika ont des syllogismes, pour répondre à ta question, Jean-Jacques. Donc on peut dire les phénomènes sont vides d'existence propre parce qu'ils sont simplement imputés par l'esprit. C'est tout à fait correct chez les Prasangika. C'est un syllogisme, et ce syllogisme est correct. Donc finalement, qu'est-ce qui différencie de Bhava-Viveka, qui dit que on les appelle les autonomes? Svatantika, ça veut dire les autonomes parce qu'ils croient au syllogisme autonome, et les Prasangika, on les appelle les conséquentialistes parce qu'ils parlent de conséquences. Mais là, on vient de dire que nous aussi, on a des syllogismes. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? Donc, oui, on a des syllogismes, mais ce qu'on dit à Bhava-Viveka, c'est qu'on est capable de faire réaliser la vacuité à quelqu'un seulement par des conséquences absurdes, sans utiliser de syllogisme. C'est possible. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne va pas utiliser des syllogismes, mais c'est possible, juste à des conséquences absurdes, de faire réaliser la vacuité à quelqu'un. Donc ça, c'est un des points que sûrement Bhava-Viveka n'accepte pas. L'autre point, c'est que quand Bhava-Viveka parle de syllogisme, il parle de syllogisme autonome. Donc ce n'est pas seulement des syllogismes, c'est des syllogismes autonomes. Et donc là, les Prasangika ne vont pas être d'accord avec ça, parce qu'ils vont dire que ces syllogismes autonomes dont vous parlez, en réalité, ça revient, il y a des erreurs là-dessus. Donc pourquoi? Désolé, ça devient un peu compliqué, mais par exemple, si vous prenez le sujet le son, par exemple, si on dit le son, il est vide d'existence propre,
ou il est vide d'existence véritable parce qu'il existe. Par exemple, c'est quelque chose que eux diraient, parce qu'il existe. Prenez ce leçon, il est vide d'existence véritable parce qu'il existe. Donc, eux, ils vont dire que autonome, ça veut dire que les deux personnes qui sont dans le débat doivent être d'accord sur l'existence du son. Ils doivent être d'accord sur le fait, qu'est-ce que ça veut dire exister. Que s'ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas communiquer. Donc, quelque part, ils ont raison là-dessus. Mais ce que Chandrakirti va dire, il dit oui, mais comment vous définissez le fait qu'on est d'accord sur le fait que le son existe? Vous définissez ça par rapport à une connaissance valide qui va réaliser ce son, à la fois pour l'opposant et à la fois pour vous-même. Et cette connexion valide, vous la décrivez comme quelque chose de non erroné par rapport au son. Pour vous, une connaissance valide, c'est une connaissance valide par rapport au son, c'est une connaissance qui est non erronée par rapport au son. C'est comme ça que vous allez définir un syllogisme autonome. C'est-à-dire que par rapport au son, on va être d'accord qu'il y a deux consciences non erronées vis-à-vis du son qui réalisent le son, des deux côtés, et aussi par rapport à la raison, donc exister. Et là, Chandrakirti dit, bah nous on n'est pas d'accord. Parce qu'une conscience non erronée vis-à-vis du son qui réalise le son, c'est pas possible pour nous. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est non erroné parce que vous dites que le son, il existe de son propre côté. Et c'est comme ça que la conscience l'appréhende. La conscience appréhende le son, les couleurs, tous les phénomènes comme existant de son propre côté. Et vous pensez que ça, c'est correct. Et nous, on pense que ça, c'est pas correct. Donc cette conscience, nos consciences sensorielles, par exemple, sont erronées. Donc, en fait, ça va assez loin, ce débat. Parce que pour le comprendre, il faut comprendre que les Prasangikas disent, en gros, que toutes nos perceptions directes sont erronées. Notre conscience visuelle est erronée, notre conscience auditive est erronée, conscience gustative, olfactive, tactile est erronée. Donc la perception directe, qui est la base des débats, parce qu'il faut bien, à un moment donné, avoir un appui sur la perception directe pour pouvoir débattre. Et bien nous, on dit que cette perception, elle est erronée. Les Prasangikas disent qu'elle est erronée parce que toutes nos consciences sont affectées par l'ignorance. Il y a une apparence d'existence inhérente dans nos perceptions directes elles-mêmes. Et les Svatantrika, ils ne sont pas d'accord avec ça. Bon, bien sûr, il y a différents types de Svatantrika, mais en tout cas, eux, cette apparence d'existence inhérente, ils pensent qu'elle est tout à fait correcte. Cette apparence d'existence inhérente à notre conscience visuelle, auditive et tout ça, elle est tout à fait correcte. Donc, c'est ça qui va certifier l'existence du son comme existant véritablement, en gros. Et donc, nous, on dit, eh bien ça, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de conscience non erronée qui peuvent certifier le sujet. Donc, on n'accepte pas vos syllogismes autonomes. Donc, on fait les syllogismes, mais on ne les appellera pas autonomes dans le sens où Bhava-Viveka le présente. Donc, c'est là que la différence entre le terme conséquentialiste et autonome va être effectuée pour différencier les deux types d'écoles. Donc, désolé, c'est un petit peu technique. Ça fait partie des points non communs des Prasangikas. Si vous regardez le Lamrim Shenmo, il y a je sais pas, peut-être une cinquantaine de pages là-dessus qui méritent aussi des commentaires. Donc, bien sûr, le résumé en quelques minutes, c'est un peu léger, mais ça vous donne un peu une idée de la différence. Donc, c'est aussi pour vous dire que les Prasangikas font des syllogismes, donc par rapport à ta question, Jean-Jacques, mais ils ne font pas des syllogismes autonomes. Donc, au moins, retenez ça. Et aussi, ils peuvent aider quelqu'un à réaliser la vacuité seulement par des conséquences, sans utiliser de syllogisme. Aussi, c'est pour ça qu'on les appelle conséquentialistes. Ça ne veut pas dire que des fois, ils ne vont pas faire réaliser la vacuité à quelqu'un par des syllogismes, mais dans certains cas, juste par des conséquences, ça va suffire. Et c'est ce que fait Buddhapalita dans son traité qui commente Nagarjuna. Donc, il utilise souvent des conséquences pour aider l'autre à réaliser la vacuité. Et donc, du coup, ce nom, il est là pour justifier la méthode de Buddhapalita, qui existe aussi dans les écrits de Nagarjuna. En fait, il y a aussi des conséquences. Donc, aussi, il ne faut pas croire que les Bhava-Viveka, les autonomes, les Avatantrika, ils n'acceptent pas les conséquences. Bien sûr qu'ils acceptent des conséquences. Ils disent juste que utiliser des conséquences, ce n'est pas suffisant pour faire réaliser quelque chose. Il faut aussi présenter sa thèse avec un syllogisme autonome. Et c'est là que le débat est venu. Donc, vous voyez, ces trois petits points qui sont tout courts, en fait, dans le texte, en réalité, ils peuvent faire l'objet de beaucoup d'analyses.
Vous voyez? Ça va? J'entends un bruit bizarre. Ouais. Donc, on va relire ensemble l'étymologie, le 3, lentement, et avec ce que vous avez entendu, essayer de comprendre un petit peu plus ce qui est dit. Donc aussi, je n'ai pas expliqué connaissance inférentielle. Qu'est-ce qu'une cognition inférentielle? En fait, c'est une connaissance conceptuelle basée sur une raison qui va réaliser un objet. Donc la première réalisation de la vacuité, elle est nécessairement inférentielle, conceptuelle, basée sur une raison logique. Donc c'est pour ça que ce débat est très important, parce que la première fois qu'on va réaliser la vacuité, ça va être en utilisant le raisonnement et ça va être une connaissance conceptuelle. Donc on va relire ce point 3. Il y a une raison pour laquelle Acharya Buddhapalita est appelé un prasangika. Il est ainsi désigné car il affirme qu'une cognition inférentielle réalisant la thèse, selon laquelle aucun phénomène n'existe intrinsèquement, est générée dans le continuum d'un adversaire simplement en dépendance des conséquences, entre guillemets, des propres assertions de ce dernier. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu? Je sais que ça peut être un petit peu perturbant. Oui, m'entend, Vénérable? Oui? Oui, bonjour. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, quand un prasangika a réussi son coup, envers un adversaire, il devient prasangika? Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre mes écouteurs parce que je n'entends pas très bien. 2 secondes. Parce que j'entends pas très bien et peut-être avec des écouteurs, ça ira mieux. Oui, tu m'entends? Ah, moi, je t'entends plus. Ok. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Alors, si tu peux répéter. Essayer de parler plus fort. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'un prasangika, un conséquentialiste, a pour technique de faire abandonner la thèse que quelqu'un défend, donc en lui montrant les absurdités de sa thèse? Et quand il réussit, l'adversaire devient lui-même un prasangika, puisqu'il a fait générer une conscience, alors je ne sais plus comment c'est dit, il a fait générer une cognition inférentielle. Tu veux dire que quand l'adversaire génère la cognition inférentielle, cette personne devient prasangika, c'est ça que tu dis? Il adhère maintenant à la thèse qu'aucun phénomène n'existe intrinsèquement. Oui. Il est convaincu, donc il devient conséquentialiste. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Il devient prasangika, oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, si tu génères une connexion inférentielle de la thèse, ça veut dire que tu génères une connexion inférentielle de la vacuité. Donc, si tu génères une connexion inférentielle de la vacuité, forcément, tu deviens prasangika. Oui, là, c'est bien. Pardon? Ah. Je ne sais pas si on entend. Quelqu'un qui essaie de parler, je crois. Oui, Christian, je voulais poser une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Je m'appelle Cyril, mais oui. Désolé. J'avais 2 questions par rapport à ce que vous dites. La première, c'est, je comprends bien ce que vous dites sur les prasangika. Si on reste justement simplement sur la position qui peut être celle qu'on comprend de Nagarjuna ne voulant soutenir aucune thèse, en tout cas dans les Madhyamika Karika, juste ma première question, c'est on peut dire que c'est versé dans le nihilisme, mais ça peut être aussi simplement une position apophatique qui consiste à dire que les mots ne toucheront jamais le réel à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose que je voulais poser comme question. Et la deuxième,
c'est quelle est l'école qui resterait dans cette optique, qui, d'après ce que je comprends, aurait été celle de Bhava Viveka. Voilà mes deux questions. Alors, donc Bhaviveka, il ne dit pas que les Madhyamika n'ont pas de thèse. C'est ni l'interprétation de Bhaviveka, c'est ni l'interprétation de Buddhapalita. Donc il n'y a aucun des Madhyamika, en tout cas qui sont considérés comme vraiment les fondateurs des écoles Madhyamika, qui dirait que Nagarjuna n'a pas de thèse. C'est des interprétations, je ne sais pas si ça existait en Inde, mais c'est des interprétations qui existaient au Tibet en tout cas, pour sûr, parce que l'Amatsukapa il le réfute dans le Lamrim Chenmo. Donc oui, il y a Nagarjuna qui dit qu'on n'a aucune thèse. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on n'a aucune thèse par rapport à l'existence inhérente. Donc je sais que ça peut pouvoir avoir l'air d'être juste une interprétation, mais il appuie ça par beaucoup de citations dans le Lamrim Chenmo. En fait. Donc c'est vraiment bien. Regardez le Lamrim Chenmo si tu as l'occasion. Tu parles anglais? Oui, aussi, oui. D'accord, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient en français, mais en tout cas, il y en a en anglais. Donc, Lamrim Chenmo. Et tu verras qu'il y a des chapitres sur les erreurs d'interprétation, sur la différence entre Svatantrika et Prasangika. Et donc, dans ces interprétations, il y a 4 mauvaises interprétations qui sont décrites. Et tourne beaucoup autour du fait que les Prasangika n'auraient pas de thèse. Et donc, ce qui veut dire, en fait, c'est que par exemple, il y a une citation où il va dire quand tu réfutes la thèse qui soutient l'existence inhérente, enfin non, plutôt quand tu essaies de réfuter une thèse en général, est-ce que la réfutation, elle va rentrer en contact avec ce qui est réfuté, etc. Bon, il y a des débats là-dessus. Et l'autre, il va dire, il ne peut pas répondre à ça, etc. Il va dire, mais et vous alors? Et il dit, mais moi, je n'ai pas de thèse, donc je ne peux pas avoir de faute, en gros. Donc, c'est dans ce contexte-là que c'est dit. Mais ce qui veut dire, c'est que pour moi, je ne crois pas que la thèse existe de manière inhérente. Donc, se poser cette question n'a pas de sens. Donc, c'est ça que ça veut dire, je n'ai pas de thèse. Donc, il ne dit pas qu'il n'a pas de thèse en général, parce qu'en fait, dans le traité du milieu de Nagarjuna, plein de fois, il affirme des thèses. Par exemple, il affirme les 4 vérités, il affirme que la vacuité ne contredit pas la 4 vérités. Il dit quand la vacuité est possible, tout est possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la vacuité est possible, tout est possible? Ça veut dire que les causes et les effets sont possibles. C'est-à-dire que les 4 vérités sont possibles. Ça veut dire que c'est possible de se libérer de samsara. Donc, quand tu acceptes la vacuité, tu acceptes la production dépendante. Donc, si tu acceptes la production dépendante, tu acceptes les causes et les effets, tu acceptes tout ça. Donc, tu as une thèse. Donc, ça ne veut pas dire ça. Et donc, par rapport à l'école de Bhaviveka, est-ce qu'elle existe encore de nos jours? Je ne sais pas. En tout cas, elle est toujours étudiée, ça c'est sûr, dans le contexte tibétain. Donc, Bhaviveka, il y a les Svatantrika. Il y a les Svatantrika, donc Sotantrika, qui acceptent les phénomènes extérieurs, et tu as ceux qui n'acceptent pas les phénomènes extérieurs. Donc, par exemple, Shantarakshita, qui est un des premiers maîtres qui est venu au Tibet pour enseigner, lui, il était Svatantrika. Il était Svatantrika, mais en même temps, il tenait aussi des écoles. Il pensait que les phénomènes extérieurs n'existaient pas. Donc là, ce qu'on appelle les Svatantrika Yogachara. Donc, c'est possible, peut-être, aujourd'hui, que parmi les Tibétains, il y en a qui peut-être auraient des vues comme ça, mais c'est difficile de savoir. Je ne suis pas sûr. Okay. Mais c'est possible parce que ces textes ont été transmis au Tibet, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui suivent ces textes plus que d'autres, par exemple, et qui aient ces textes. Mais je ne pourrais pas te dire qui a ces vues-là. En tout cas, dans l'école Gelupa, normalement, c'est l'école Prasangika qui est suivie, et je pense que dans la plupart des autres aussi, mais il y a peut-être après toujours c'est même dans une école, il peut y avoir des points de vue différents de différents maîtres, etc. D'accord, merci. Merci. Quand on dit qu'on a une réalisation inférentielle suite à cette approche séquentialiste, pourquoi est-elle inférentielle? C'était la perception qu'une connaissance inférentielle était au contraire sur une base de syllogisme, de construction intellectuelle. Là, on détruit ça quelque part. Alors, en fait, c'est impossible de résoudre la vacuité directement sans passer par une connaissance inférentielle. Là, c'est assez clair dans tous les textes. Donc, on ne détruit pas tous les concepts.
c'est pas le cas. On détruit les concepts erronés. Donc, aussi, encore une fois, on pourrait comprendre ça de certaines citations, mais en réalité, ce n'est pas la vue Prasangika que réaliser avec acuité, ça revient à détruire tous les concepts. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est détruire tous les concepts d'existence erronés. Mais on ne peut pas dire que tous les concepts sont erronés, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, la Tsongkhapa, encore, dans la Menshemo, il réfute beaucoup de vues par rapport à ça. Donc, quand vous revenez dans l'histoire du bouddhisme au Tibet, donc il y a Shantarakshita qui est arrivé. Et aussi, mais je ne sais pas, c'était peut-être avant lui, en même temps, il y avait un maître qui s'appelait Ashang, qui était un maître chinois, un moine chinois, et qui avait des vues comme quoi tous les concepts étaient à abandonner. Donc il disait en gros que de toute façon que vous soyez enchaîné par une chaîne en or ou en acier, ça reste un enchaînement. Donc il faut se libérer de toutes les chaînes. Donc que vous soyez enchaîné par des conceptions positives ou négatives, ça reste un enchaînement, il faut se libérer de toutes les conceptions. Et pour lui, la vue de la vacuité, c'était juste arrêter tous les concepts et c'était ça la vue de la vacuité. Donc ensuite, il y a Kamalashila qui a eu une grande importance au Tibet, qui a réfuté Ashang. Donc si vous regardez par exemple, vous le trouverez à Kalachakra, etc. Sasantel Dayamal a souvent commenté ce texte parce qu'il dit que c'est très important pour l'histoire du Tibet. Donc c'est Kamalashila, les étapes de la méditation 2, par le Dalai Lama, qui est très facilement trouvable. Il a beaucoup commenté quand il venait en Occident, etc. Parce qu'il dit que c'est des vues qui... Enfin, ça peut arriver souvent, cette compréhension-là erronée. Donc, Kamalashila prouve qu'on doit utiliser le raisonnement pour réaliser la vacuité, et pas seulement au début, pendant très longtemps. Donc la vacuité, ce n'est pas juste casser les concepts et plus penser à rien. Ce n'est pas du tout ça. Ça, en fait, ça peut amener même vers une forme de nihilisme, en fait. Et ça ne peut pas nous amener à la raison de la vacuité. Et ça ne peut pas nous faire développer sur la voie du Mahayana, parce que ça risque même de nous faire nier l'importance de l'aspect conventionnel de la voie. Parce que la plupart des esprits conventionnels, comme la compassion, sont conceptuels. Donc, il y a vraiment une attention à avoir là-dessus. Donc, ce qu'on réfute, c'est les conceptions erronées, et ça engendre une connexion inférentielle qui est conceptuelle, qui est correcte. Et ça, c'est la réalisation de la vacuité, la seule qu'on puisse avoir au début. On ne peut pas avoir de perception directe. Donc, cette réalisation inférentielle va se développer en subséquente, qui est toujours conceptuelle. Ensuite, avec le calme mental, elle va se développer encore. Et un jour, on va atteindre le chemin de la vision qui va être une perception directe de la vacuité. La perception directe de la vacuité, elle est inatteignable sans passer par une connaissance inférentielle. Là, vraiment, il y a toutes les... Là, par exemple, toutes les 4 écoles sont d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute, que ce soit les Vaibhashika, Sutantrika, Madhyamika, Shittamatra. Mais elle est atteignable sans le raisonnement, uniquement sur les bases de conséquentialisme. Ah ben, le conséquentialisme implique beaucoup de raisonnement. Hein. Raisonnement, mais d'abandon de croyances, quelque part. Pas seulement. Tu as aussi des croyances. Les Prasangika, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que le Prasangika aussi présente des thèses et des syllogismes. C'est pas qu'il n'a pas de thèse, syllogisme, et il peut présenter des raisons. Il peut dire, par exemple, le syllogisme le plus important, on dit le raisonnement roi pour les vacuité, c'est la production dépendante. Donc, prenons sujet à la personne, il s'ensuit qu'elle n'existe pas de manière inhérente parce que c'est une production dépendante. Donc là, ce n'est pas un syllogisme, ce n'est pas une conséquence, c'est un syllogisme qui utilise une raison qui est la production dépendante. Et c'est considéré comme la raison la meilleure possible. On dit qu'il y a 5 raisonnements pour réaliser la vacuité chez les Prasangika. C'est la production dépendante, c'est le raisonnement du diamant, qui est le premier raisonnement qui est étudié dans Chandrakirti. Donc, il y a 5 raisonnements essentiels. Donc, et en fait, on dit même, dans le Mahayana, il y a encore plus de raisonnements que dans le Hinayana. C'est-à-dire, dans le Mahayana, la vacuité est réalisée par une infinité de raisonnements, il est dit. Une infinité de raisonnements. Donc, c'est-à-dire qu'on va analyser plein d'objets avec différents raisonnements pour avoir, au final, une raison de la vacuité qui est encore plus puissante que dans les écoles Hinayana. Donc, c'est aussi ce qui différencie. Par exemple, si vous regardez Nagarjuna, les raisonnements, il y en a du début jusqu'à la fin. Il y a, je ne sais pas, peut-être 24, 25 chapitres, je ne sais plus. Mais ils utilisent tout un tas de raisonnements sous un tas d'angles.
Et c'est ça qui va faire qu'on va réaliser la vacuité de tous les phénomènes sous plein d'angles et qu'on va développer une conviction. Et ça va être une base pour une méditation très puissante. Donc, vous voyez, le nom même des Madhyamika font référence au fait qu'ils utilisent le raisonnement. Que ce soit conséquentialiste ou autonome. Aussi, donc, le raisonnement c'est pour ça que si vous regardez dans les grands monastères, ils vont étudier pendant 20 ans, etc. Sinon, ça n'aura aucun sens. Donc c'est aussi un point important. Donc, les Prasangika ont des thèses, ils ont des syllogismes, ils utilisent la raison, et les conséquences impliquent beaucoup de raisonnement, énormément de raisonnement. Il faut utiliser beaucoup de logique pour effectuer des conséquences. Les conséquences sont basées sur la logique. C'est juste que, plutôt que de présenter votre thèse dans un sens positif, vous montrez les conséquences absurdes de l'autre. Mais pourquoi? Pour amener à établir votre thèse, qui, elle, est un phénomène quand même que vous pouvez affirmer. Voilà. Bon, je voulais présenter un petit peu ces 3 points parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc, comme je vous disais, pour ceux qui sont un peu plus intéressés par ces sujets, vous trouvez pas mal de matériel dans le Lamrim Shenmo. Aussi, dans les étapes de la méditation de Kamalashila, vous trouverez ce débat avec Ashang, qui existe aussi dans le Lamrim. Il revient beaucoup dessus, Lama Tsongkhapa, sur cette vision qui pensait que ce serait un arrêt de pensée, la vacuité. Donc c'est vraiment des choses que vous avez des ressources. Donc voilà, après, il faut prendre un petit peu de temps pour les étudier. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause, parce qu'on ne va pas faire 2h30 d'affilée. On peut faire une petite pause d'1 quart d'heure. Et ensuite, on va continuer sur le texte. OK? Parce qu'il y a pas mal de points importants à couvrir. Et de toute façon, ce sera possible de reposer des questions. Voilà, et peut-être faire un groupe de discussion au début d'après-midi. Je ne sais pas. Je vous demanderai qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être Virginie, elle peut voir avec vous ce que vous en pensez. Mais je vous propose, là, on fait une petite pause d'1 quart d'heure. On se rejoint, on recommence à 11h30. Ça vous va? Oui, Cyril, excuse-moi. Juste une petite question. Tu as dit qu'il y avait 5 raisonnements pour réaliser la vacuité. J'en ai entendu que 2. Est-ce que tu pourrais dire les 3 derniers juste rapidement? Ok, je peux les dire, mais parce que bon, je me dis, on ne va pas tous les expliquer. Juste le nom. Alors, il y a le raisonnement du diamant, donc c'est celui qu'on trouve dans Chandrakirti, que les phénomènes ne sont pas, par exemple, la fleur n'est pas produite par elle-même, n'est pas produite par autre, n'est pas produite par les deux, et n'est pas produite sans cause. Donc ça c'est dans Chandrakirti. Ensuite, ça réfute l'existence inhérente du point de vue de la cause. D'accord. Ensuite, il y a le raisonnement qui réfute l'existence inhérente, la production de manière inhérente, du point de vue de la cause et de l'effet. Donc là, c'est ce qu'on appelle une chose produit plusieurs choses. Plusieurs choses produisent une chose. Mais il y a 4 possibilités. Une cause produit plusieurs effets. Cause produit un effet. Plusieurs causes produisent un effet. Plusieurs causes produisent plusieurs effets. Donc, je peux juste vous les citer. Oui. Donc, ça, c'est le deuxième raisonnement. Ça va analyser les causes et les effets. Le troisième, c'est plus du point de vue de l'effet. Donc, est-ce qu'un phénomène produit un résultat existant? Est-ce qu'une cause produit un résultat non existant? Est-ce qu'une cause produit un résultat à la fois existant et non existant? Est-ce qu'une cause produit un résultat qui est ni existant ni non existant? C'est le point de l'effet. Et voilà, c'était les 3 donc, qui vous manquaient. Ah oui, d'accord. Okay. Merci. Attends, je les ai bien tous dit là. Cause et les effets. La cause et les effets. C'est dans le livre de Nagarjuna. J'en ai noté 3, moi. Oui, non, il y en a un 5e qui manque, pardon. C'est réfuter un est différent. Est-ce que le jeu, par exemple, est 1 avec les agrégats ou est-ce qu'il est différent des agrégats? Donc ça, c'est celui qui est assez connu. D'accord. Ok. Merci. Donc, on reprend à 11h30. D'accord. Ok. Merci. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure.